Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Bay. Bonjour, Nicolas Bay. Vous êtes secrétaire général du Front National, vous soutenez donc Marine Le Pen. Vous êtes également directeur de la campagne du Front National pour les législatives. Alors nous sommes aujourd'hui presque à la veille du second tour, nous sommes au lendemain du grand débat qui a rassemblé des millions de Français. Hier soir, je rappelle que votre candidate Marine Le Pen a réalisé au premier tour un score historique, 21,4% des voix, soit 7 millions de voix. Depuis, vous avez fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, qui vous apporte une partie des voix de Debout la France. Et depuis 15 jours, depuis le premier tour, vous partez à la pêche aux voix de François Fillon et aussi celles des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que le cœur de votre programme, c'est la restauration des souverainetés, de toutes les souverainetés, souveraineté monétaire, législative, territoriale et économique. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Rouden pour La Croix, Bonjour. par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Bonjour. et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Voilà, alors Nicolas Bay, je le disais tout à l'heure, nous sommes au lendemain de ce grand débat qui a installé face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Quel est votre bilan en quelques mots de ce débat ? Je crois que c'est un débat qui avait le mérite d'être sans concession, de part et d'autre, abordant beaucoup de sujets, les traitant sur le fond. Il y a bien sûr, il peut y avoir des polémiques, mais enfin, il y a eu quand même un vrai débat de fond. Et je crois que c'est le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il a une dimension différente des débats des précédentes élections présidentielles, parce qu'on n'est pas dans le jeu classique de la droite et de la gauche, avec souvent d'ailleurs assez peu de différences de fond entre eux. Là, il y a clairement deux choix de société totalement différents. Et d'ailleurs totalement antagonistes, il faut bien le dire. Emmanuel Macron, même s'il s'en défend parfois, il défend l'idée de la dislocation pure et simple de la nation, aller encore plus loin dans l'Union européenne, aller encore plus loin dans l'immigration massive, aller encore plus loin finalement dans cette logique de mondialisation dont on voit bien qu'elle est largement sauvage et dont elle fait souffrir terriblement une immense majorité des Français, et Marine Le Pen qui finalement défend l'idée de la nation. Voilà, la nation qui ne serait pas un concept dépassé, qui ne serait pas obsolète, qui serait le moyen de protéger nos libertés fondamentales, le moyen de protéger notre prospérité économique, d'assurer la sécurité des Français. Voilà. Alors, et donc c'est ce débat de fond auquel on a assisté hier soir. Voilà, au-delà de ce débat qui a été quand même assez brutal, peut-on dire, il y a le fond des programmes. Et donc, on va vous interroger sur le fond du programme de Marine Le Pen. La première question vous est posée par Céline Rouden pour La Croix. Oui, alors on attendait du débat hier soir une clarification sur l'euro et sur la sortie de l'euro et sur notamment le calendrier. Marine Le Pen a annoncé un référendum en septembre. Donc, est-ce que ça veut dire concrètement que si, au terme des négociations qu'elle va engager avec les partenaires européens, elle n'arrive pas à obtenir un accord sur le passage à une monnaie commune, le référendum du mois de septembre sera sur la sortie de l'Union européenne ? Alors, non, pas tout à fait. Elle souhaite proposer par référendum en septembre, quelques mois après son élection, une réforme constitutionnelle qui traiterait de pas mal d'aspects, la priorité nationale pour l'emploi, le logement, les aides sociales, la primauté du droit français sur le droit européen, c'est à faire en sorte qu'on puisse se défaire du carcan de Bruxelles pour, par exemple, mettre en place le patriotisme économique, qui aujourd'hui interdit... Donc il s'agit bien de modifier la Constitution, on est d'accord ? Oui, de modifier la Constitution pour permettre le patriotisme économique, pour permettre aussi de mettre en place une taxe contre les concurrences déloyales, une taxe anti-dumping. Tout ça aujourd'hui est interdit dans le cadre de l'Union européenne. Donc, en redonnant la primauté du droit français sur le droit européen, eh bien, on peut mettre en place immédiatement, très rapidement, en tout cas, après ce référendum. C'est contraire au traité européen. Oui, comment peut-elle le faire sans être sortie de l'Union européenne ? Ça permettrait évidemment de faire bouger les lignes et de remettre en cause un certain nombre d'orientations mauvaises de l'Union européenne avant même la phase de négociation. La phase de avant la négociation, on est d'accord. Voilà, la négociation, elle interviendra dans un second temps. Je crois qu'il faut être cohérent. Marine Le Pen souhaite qu'on puisse avoir une discussion avec les nouvelles majorités dans un certain nombre de pays partenaires. Vous savez qu'il y a des élections à l'automne en Allemagne et en Italie début 2018. Donc la logique serait que ces négociations, pour retrouver nos 4 souverainetés que vous évoquiez, elles interviendraient à ce moment-là, ces négociations, juste après les élections italiennes, c'est à début 2018. Et ensuite, elles peuvent durer 6 mois, 8 mois, le temps nécessaire pour trouver le meilleur accord possible. Quelle est l'idée, au-delà de recouvrer nos 4 souverainetés ? L'idée, c'est finalement de faire d'abord le constat que l'Union européenne, c'est une belle idée, l'Europe est une belle idée, on y est tous attachés, communauté de civilisation européenne, des liens très forts entre nos nations, il ne s'agit pas de remettre en cause ça. En revanche, on peut aussi faire le constat lucide que cette Union européenne qui devait apporter la croissance et l'emploi, elle apporte le chômage, la casse sociale, l'insécurité, et finalement, elle organise un peu l'impuissance collective des nations européennes. Alors, donc l'idée, c'est de renégocier dans les meilleures conditions possibles pour avoir une Europe plus pragmatique, moins technocratique,
plus respectueuse de la liberté des peuples, une Europe des coopérations, c'est l'Europe qui fonctionne, quoi. L'Europe d'Ariane, d'Airbus, elle ne doit rien à la Commission européenne, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On a des commissaires européens que personne ne connaît, qui n'ont pas de légitimité, qui ne sont pas élus et qui décident. On reprend. Donc, premier stade, réforme constitutionnelle, référendum, septembre. Ensuite, on attend les élections italiennes et là, on commence les négociations. La question de Céline Rouden portait sur la question de l'euro. On ne sait plus bien où est-ce que vous en êtes. Alors, expliquez-nous, l'euro, on sort quand? Précisément, les négociations pour retrouver notre souveraineté, elles portent notamment sur la souveraineté monétaire. Pas seulement. Je rappelle rapidement, la souveraineté territoriale, c'est la maîtrise des frontières. Aujourd'hui, Schengen est en échec total, pas de frontières à l'intérieur de l'Union et des frontières extérieures qui sont des passoires. Ça ne peut pas durer comme ça. Ensuite, on a le problème de la souveraineté législative, c'est-à-dire qu'on a des lois qui sont pour l'essentiel des transpositions des directives européennes. Ce n'est pas acceptable non plus. Et la souveraineté économique, c'est-à-dire mettre en place le patriotisme économique, les protections douanières quand c'est nécessaire pour éviter la concurrence déloyale. Et enfin, j'y viens, la souveraineté monétaire, c'est retrouver une monnaie qui est un outil au service de l'économie. Alors, expliquez-nous, sur l'euro. Alors, l'euro, on pense qu'il faut faire évoluer l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune. Ce qu'a connu la France, d'ailleurs, avant l'euro, il y a 15 ans, on avait un euro qui s'est appelé d'ailleurs précédemment l'écu, qui était une monnaie commune, c'est-à-dire un cours constitué de chacune des monnaies nationales. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir une monnaie d'échange internationale qui donne quand même une puissance collective aux nations européennes sur la scène économique mondiale, et en même temps que chaque pays puisse adapter sa monnaie à l'état de son économie. C'est un sujet de fond. Est-ce qu'on suppose que tous les pays reviennent à la monnaie nationale? Oui, c'est pour ça qu'il faut une négociation. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut aussi faire le constat d'abord qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans l'Europe, géographiquement, mais qui ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne et encore moins dans l'euro, et qui s'en sortent plutôt mieux. La Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne, qui ont fait le choix de ne pas être dans l'euro, et aujourd'hui, ils sont en meilleure posture économique. On peut aussi faire le constat lucide que dans les 19 pays de la zone euro, c'est principalement l'Allemagne et peut-être un ou deux autres petits pays qui sont bénéficiaires de ce système au détriment de tous les autres, et notamment la France et les grands pays du Sud. Romain Masneau, RCF. Les grandes entreprises, l'État, qui perd en euros. C'est ça. Et pas les petites entreprises, pas les un PME. peu comme l'écu autrefois, ça servirait de monnaie d'échange pour les grandes entreprises, les grands groupes et les États, mais ce n'est pas une monnaie fiduciaire, ce n'est pas une monnaie papier. Il y aurait une seule monnaie nationale qui serait utilisée au quotidien par les Français ou même par les entreprises dans le marché intérieur. Ce serait notre monnaie nationale. Bon, la philosophie générale... Le franc, donc. Le franc. Mais à partir de on l'appelle comme on veut d'ailleurs, mais oui, ça pourrait être le franc. Mais à partir de la quand? philosophie générale, c'est finalement d'avoir à nouveau une monnaie qui est un outil. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a l'économie qui est en permanence obligée de s'adapter à une monnaie qui est trop fortement évaluée. On a une balance commerciale qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. Il y a beaucoup de pays, y compris des pays riches comme la Suisse, qui régulièrement font ce qu'on appelle des dévaluations compétitives. Ou alors parfois des réévaluations d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent pleinement cette souveraineté monétaire qui aujourd'hui nous fait défaut. Ça veut dire que si les autres partenaires européens sont attachés à l'euro et n'acceptent pas le principe de cette monnaie commune, ça veut dire que vous décidez la sortie de l'euro pour être comme la Norvège et pas de l'Union européenne? Alors, d'abord, moi je pense que si la France demain dit « moi je souhaite sortir de l'euro », je pense qu'il y a beaucoup de pays qui suivront, parce qu'ils ont des situations où ils sont parfois encore plus victimes de cette politique de l'euro-monnaie unique. Donc la France en souffre, mais il y a des pays, je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal ou à la Grèce, qui en souffrent encore davantage. Donc je pense qu'il y aurait d'abord un espèce de consensus qui se dégagerait. Ensuite, il est évident que si demain la France sort de l'euro, unilatéralement, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons négocier, mais il est évident que l'euro ne se maintiendrait pas. Voilà, si un des grands pays de la zone euro en sortait, l'euro ne pourrait pas se maintenir. Bon. Mais notre approche, notre approche, elle est beaucoup plus pragmatique et il ne s'agit pas de renverser la table, il ne s'agit pas de brusquer l'économie française qui est déjà aujourd'hui fragile, il s'agit simplement de se donner les moyens dans la durée, dans l'avenir, de pouvoir à nouveau avoir un outil monétaire efficace au service de l'économie de la France. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que électoralement, ce sujet de l'euro n'était pas un peu périlleux? Est-ce qu'il ne fallait pas, d'une certaine façon, attendre et peut-être le placer une fois l'élection
passer justement pour qu'il y ait une sorte de consensus plus important qui se dégage autour de vous? C'est-à-dire du point de vue simplement de la stratégie. C'est ce que Marine Le Pen dit quand elle dit qu'elle prendra le temps, quand elle dira que les négociations interviendront dans quelques mois, qu'ensuite il faudra prendre le temps nécessaire pour travailler au meilleur scénario pour faire évoluer ce dispositif qui aujourd'hui dessert nos intérêts. C'est une approche très pragmatique, ce n'est pas une approche sectaire ou dogmatique. Or, ceux qui aujourd'hui défendent à corps et à cri un euro qui aujourd'hui dessert nos intérêts, eux, ils ont une approche très dogmatique. On voit qu'ils veulent imposer un peu le fédéralisme en Europe au travers de ce fédéralisme monétaire. Mais est-ce qu'il fallait faire de ce combat pour l'euro ou contre l'euro un étendard électoral? Non, mais en réalité, nos positions ont été un peu caricaturées là-dessus. Je crois que Marine Le Pen, elle mérite de la cohérence en disant si on veut retrouver notre souveraineté territoriale, législative, il faut aussi retrouver notre souveraineté monétaire. La souveraineté, c'est pas un gros mot, hein. C'est juste la liberté pour une nation. Hein. On peut dire que la souveraineté, elle est à un pays, ce que la liberté est à un individu. Bon, ensuite, notre projet économique, il ne se limite pas à la question monétaire. Nous, on souhaite alléger la fiscalité, alléger les charges, réorienter notamment le CICE qui a bénéficié aux grands groupes, y compris qui parfois ils empochent les baisses de charges, ils délocalisent, les réorienter sur les TPE-PME, alléger aussi les normes trop nombreuses qui placent souvent nos entreprises dans une situation d'insécurité juridique. Tout ça, c'est des mesures qu'on peut prendre très rapidement et qui seront bénéfiques à l'économie française. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, si on fait un peu un constat lucide de la situation du pays, on a un peu tous les défauts de l'ultralibéralisme, un État qui n'assume plus ses fonctions fondamentales. Il n'est plus aménageur du territoire, il y a des disparités considérables, il n'est plus protecteur, il n'y a pas de quota, pas de droit de douane, pas de contingentement, il ne met pas en œuvre le patriotisme économique interdit par M. Juncker, et en même temps, tous les défauts du socialisme, c'est-à-dire un État omnipotent qui paralyse l'activité économique, qui empêche les entreprises de créer des emplois. Ce n'est pas à l'État de créer des emplois, c'est à l'État de créer les conditions pour que les entreprises créent des emplois. Et pour ça, il faut baisser les charges, les fiscalités et les contraintes. Allez, on poursuit sur l'économie. Romain Mazenot. Autre sujet économique et social, la retraite à 60 ans. Donc Marine Le Pen ne veut plus y revenir que quand on sera revenu au plein emploi, c'est-à-dire qu'elle remet ça au calendrier grec. Pourquoi ce revirement et comment vous financez cette mesure? Nicolas Bay, la retraite. En fait, la question de la durée de cotisation pour maintenir ce système de retraite par répartition auquel les Français, je crois, sont majoritairement attachés, c'est un peu traiter le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'on sait très bien qu'il y a deux leviers principaux pour équilibrer un système de retraite par répartition. C'est d'une part l'emploi et d'autre part la natalité. Or, si on est dans un contexte de chômage de masse, quel cas aujourd'hui, eh bien, on aboutit à politiques qui ont été menées par la droite. Il y a François Fillon qui augmente la durée de cotisation. On demande aux Français de travailler plus longtemps. On demande toujours les sacrifices eux-mêmes, d'ailleurs. Hein, parce que c'est les classes populaires et les classes moyennes. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque? En augmentant la durée de cotisation et donc la durée de travail, eh bien, on accroît le chômage et on déséquilibre encore davantage les comptes sociaux et les comptes publics. Donc, il faut retrouver le chemin de l'emploi par les mesures que j'évoquais tout à l'heure, baisse des charges, baisse de la fiscalité et un État protecteur. Et à ce moment-là, une fois qu'on va retrouver un niveau de chômage raisonnable, eh bien, ce sera évidemment, on sera plus en situation d'équilibrer notre système de retraite. Il faut évidemment augmenter la natalité parce que c'est un levier extrêmement puissant qui prend 20 ans, qui prend une génération, mais qui est extrêmement puissant pour permettre d'équilibrer un système comme celui-là, puisque c'est ceux qui cotisent aujourd'hui qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite, précisément. Pourquoi avoir dit qu'elle ferait ça en 2 mois? Pendant longtemps, elle a dit ça, et puis tout d'un coup, elle change d'avis. Non, pas tout à fait. Elle a dit qu'elle souhaitait mettre en place ce dispositif pour passer à la retraite, à revenir à une retraite à 40 annuités, qui n'est pas tout à fait la retraite à 60 ans. Je vous rappelle que l'âge moyen d'entrée sur le marché du travail aujourd'hui est à 23 ans et demi. Donc en pratique, les 40 annuités, ça revient à une retraite 63 ans passés. Mais qu'on mette en place ce dispositif-là dès les premières semaines après son élection, mais ce sera évidemment effectif au bout de quelques mois ou 1 an ou 2, le temps que la loi soit mise en œuvre, que dans la foulée les décrets d'application soient effectivement applicables. Mais si je vous comprends bien, vous dites 40 années, c'est 63 ans. Aujourd'hui, en moyenne... Le chiffre de 60 ans n'est plus... En moyenne, oui. En moyenne, oui. 40 annuités, ça revient à une retraite à peu près à 63 ans et demi, sachant qu'il y a des disparités. Et c'est normal aussi que ceux qui, je pense par exemple à certains métiers très durs, très pénibles, on pense évidemment à nos pêcheurs par exemple, qui commencent souvent très jeunes, qui puissent prendre leur retraite plus tôt, c'est parfaitement légitime. Actuellement, on est à 41 ans et demi, je crois, de cotisation. Donc ça veut dire que concrètement, vous ne revenez pas sur l'âge légal de la retraite à 60 ans. Et par contre, vous revenez de 41 ans et demi à 40 ans de cotisation. C'est pour être précis. C'est-à-dire que pour avoir la retraite à taux plein, il faut 40 annuités.
Et on peut prendre la retraite à partir de 60 ans si on a ces 40 annuités. Si on n'a pas les 40 annuités, bien évidemment, on a une décote sur sa retraite. D'accord, donc vous revenez sur la durée de cotisation qui avait été prolongée. Absolument, par le parce que précédent c'est un gouvernement. dispositif qui est inefficace et qui est injuste. Il est inefficace parce qu'on ne s'attaque pas au problème de fond qui est l'emploi et la natalité, et il est injuste parce qu'on voit bien que derrière tout ça, on demande toujours des sacrifices eux-mêmes. Alors Nicolas Bay, on a encore évidemment beaucoup de questions à vous poser, notamment sur les mesures que prendrait Marine Le Pen si elle est élue dimanche prochain dès son élection. On va marquer une première pause et on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Il est interrogé par Céline Rouden pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Le rétablissement des frontières est au cœur de votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que c'est plus qu'une démarche, c'est même une philosophie. C'est-à-dire que les frontières, il me semble que Marine Le Pen a dit hier qu'il fallait réserver aux Français en particulier la question de la protection sociale. Comment est-ce que vous dessinez le nouvel ordre politique à travers ces frontières-là que vous voulez? Il y a deux Et choses. une question pratique. Est-ce que si vous êtes élu, est-ce que vous voulez fermer dès lundi? Dès lundi, peut-être pas, Nicolas parce Bay. que ça nécessite quand même quelques semaines d'organisation. Alors, Mais, expliquez-moi. mais ça peut être fait très rapidement. On peut établir des contrôles aux frontières. Quand on dit qu'on veut, il ne s'agit pas de fermer les frontières. Il s'agit d'utiliser les frontières comme on utilise la porte de sa maison. On l'ouvre, on la ferme, on l'entrouvre en fonction de nos intérêts, en fonction de qui on veut voir entrer ou se maintenir sur le territoire national. Et c'est ça la question. On voit bien aujourd'hui qu'on a, avec la libre circulation des personnes et des biens, on a la libre circulation des terroristes et des armes. On a aussi, c'est pas seulement des gens qui travaillent et qui peuvent circuler plus facilement ou des gens qui font du tourisme. C'est évidemment, ça nous met en position de vulnérabilité. Donc il ne s'agit pas d'empêcher le passage des frontières, il s'agit simplement de mettre en œuvre des contrôles. Des contrôles, c'est quoi? C'est des contrôles douaniers sur les principaux axes ferroviaires, routiers, fluviaux de nos frontières. Ça, il suffit d'embaucher environ 6 000 douaniers pour assurer cette Ça, vous le faites en combien de temps, les 6 000 douaniers? Ça peut être fait très rapidement. C'est une affaire de quelques mois pour mettre en œuvre ce dispositif pour protéger à nouveau nos frontières. Évidemment, ça ne nous prémunit pas totalement contre l'immigration clandestine, c'est vrai, mais ça permet de freiner considérablement les mouvements très rapides de personnes et aussi les trafics en tout genre. Je vous rappelle quand même que celui qui a frappé sur le marché de Noël à Berlin, après avoir commis son carnage, il a franchi 4 frontières en 48 heures et il a finalement été neutralisé par un contrôle de routine à Milan, presque par hasard, parce que justement la libre circulation rend très aisé ces déplacements, y compris des délinquants, des criminels ou des terroristes. Évidemment, non, mais s'agissant des frontaliers, il suffit de mettre en place un dispositif qui leur permettrait de franchir sans contrôle les frontières avec un système de badge électronique, etc. Enfin, ça, il peut exister des dispositions. Le but, encore une fois, c'est de rétablir des contrôles. Et puis, Est-ce qu'on peut le faire sans sortir de Schengen ou sans sortir de l'Union européenne? Non, il faut sortir de Schengen, il faut renégocier les traités, mais vous savez ça, que vous le ferez tout de suite les accords de Schengen prévoient, en cas de risque, le rétablissement temporaire des frontières nationales. Et aujourd'hui, le gouvernement se refuse... Ce qui est déjà le cas dans le cadre de l'état d'urgence. Oui, mais il ne le fait pas, en l'occurrence. Donc c'est ce que vous suffisant. utiliserez. Moi qui suis parlementaire Oui. européen, quand je me déplace entre Paris et Bruxelles, eh bien, il n'y a aucun contrôle, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a des contrôles aléatoires. Donc, oui, enfin, des contrôles volants, de la douane volante, mais Donc, c'est c'est des cette contrôles qui sont possibilité- tellement mineurs et tellement peu nombreux qu'ils n'ont pas d'efficacité C'est cette réelle. possibilité qui est contenue dans l'accord de Schengen que vous utiliserez dans un premier temps pour Temporairement, fermer et les ensuite une frontières. renégociation qui permettra d'avoir durablement des contrôles à nos frontières. Voilà. Il ne s'agit pas d'empêcher le flux de marchandises, il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'aller travailler dans un pays voisin, il s'agit simplement de nous prémunir contre la délinquance, la criminalité, le terrorisme, le djihadisme qui est généré par cette ouverture à tous les vents. Ensuite, sur la question plus générale de la question migratoire, ce qu'il faut, c'est aussi mettre fin à toutes les pompes aspirantes. Parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup d'étrangers clandestins arrivent en France, ou qu'est-ce qui fait d'ailleurs que beaucoup demandent des visas pour venir même légalement en France? Eh bien, c'est non seulement qu'on peut y entrer facilement, mais qu'ensuite, une fois qu'on y est, même clandestinement, on est sûr d'être tôt ou tard régularisé et de ne pas être expulsé. On sait ensuite qu'une fois régularisé, tôt ou tard, on est naturalisé sans avoir fait l'effort d'assimilation. Et puis, il y a beaucoup de pompes aspirantes de cette immigration, d'incitation. Et c'est vrai de l'aide médicale d'État,
qui permet à n'importe quel clandestin de se faire soigner gratuitement, alors qu'il y a des centaines de milliers de Français qui ne peuvent plus se soigner convenablement. Beaucoup de Français renoncent à des dépenses dentaires, ophtalmologiques, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pendant ce temps-là, 1 milliard d'euros d'argent public est consacré à soigner des clandestins. Et il s'agit Vous êtes pas... sûr qu'on peut faire cette comparaison-là, Nicolas Bay? Oui, mais c'est important de Que le les dire. Français ne peuvent pas se soigner parce que les immigrés se soigneraient? Est-ce que ce n'est pas une injustice insupportable? Exactement comme le logement. Vous l'avez vu, les migrants de Calais, qui sont pour l'essentiel sur notre sol pour des raisons économiques, un certain nombre, parce qu'ils sont anglophones, souhaitent aller en Grande-Bretagne, mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a répartis sur le territoire national, on les a logés avec l'argent public, dans des centres de vacances parfois confortables, qui ont été réquisitionnés. Pendant ce temps-là, on a des dizaines de milliers de Français qui dorment dans leur voiture. À cause des accidents de la vie, qui dorment dans la rue et qui même parfois y meurent. C'est une injustice insupportable. Donc, quand on a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 3 500 000 mal logés, on ne peut pas se permettre comme ça d'être si généreux avec une immigration clandestine. Et donc il faut stopper ces incitations à l'immigration qui sont nombreuses et faire en sorte en effet que les aides sociales notamment et les logements soient réservés aux Français prioritairement. Vous Romain parlez Masneau, de RCF. l'aide médicale d'État et effectivement de logement et de l'emploi, enfin, la priorité nationale concerne ces 3 catégories. Mais là, on parlait de la protection sociale plus générale. Est-ce que les allocations familiales, est-ce que la sécurité sociale pourraient être aussi réservées en priorité? Alors, les allocations familiales, oui, et le système de protection sociale, évidemment que les étrangers en situation régulière peuvent en bénéficier. Mais nous souhaitons simplement mettre en place un dispositif, un délai de carence, c'est-à-dire faire en sorte que sur un certain nombre de services publics gratuits ou d'aides sociales, pas de protection, pas l'assurance maladie. À ce moment-là, il faudra attendre une certaine période où on travaille, on cotise en France pour pouvoir ensuite en bénéficier. Je crois que c'est normal. Et puis, il y a aussi une question plus générale, c'est évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'automaticité à se maintenir sur le territoire national. Quelqu'un qui a un titre de séjour, qui est en situation régulière, il vient en France. Il n'a pas de travail, qu'il n'est pas inséré, ou même à l'issue à l'expiration de son titre de séjour, on peut très bien lui demander de repartir dans son pays. Parce que quand on a un contexte de chômage de masse, il n'y a pas de raison d'avoir des étrangers nombreux sur notre sol qui bénéficient d'un emploi en France, alors qu'on a des millions de nos compatriotes qui sont sans emploi. Voilà, je crois que c'est un principe simple qui fait la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. On est très respectueux des autres, très respectueux de ceux qui sont citoyens d'autres pays, mais c'est normal que le citoyen français ait un certain nombre d'avantages et de droits supplémentaires en France. Est-ce que vous séparez les caisses étrangers et français? Non, pas nécessairement. Il faut simplement éviter la fraude sociale. C'est un problème extrêmement vaste. Je rappelle que dans les économies qu'il faut faire dans notre pays, il y en a environ 20 milliards sur la fraude sociale. Il suffirait par exemple de remplacer toutes les cartes vitales par des cartes vitales biométriques, infalsifiables et non interchangeables, pour déjà récupérer pas mal d'argent public. Parce que souvent on nous reproche d'avoir beaucoup de dépenses pour que l'État assume à nouveau ses fonctions, mais il faut aussi voir qu'il y a des gisements d'économie très importants en France sur la politique d'immigration, sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale, sur le millefeuille territorial. Tout ça, ça pourrait alléger considérablement les comptes publics. Romain Masneau, RCF. Marine Le Pen demande une prise de participation de l'État dans le capital de Whirlpool. Est-ce que c'est vraiment possible de nationaliser toutes les entreprises, partiellement ou totalement, qui sont en difficulté? Non, ça peut être fait de façon ponctuelle. L'idée générale, c'est de s'attaquer à la racine du problème. Emmanuel Macron, il est allé à Whirlpool à Amiens pour dire on va organiser des conventions de reclassement, etc. Mais finalement, pour atténuer les effets de la mondialisation sauvage. Marine Le Pen, elle a une approche qui est beaucoup plus en profondeur du problème. Elle dit voilà, on organise aujourd'hui, avec le jeu de l'Union européenne, des travailleurs détachés et de l'absence totale de protection douanière, on organise finalement la concurrence déloyale, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. On a des disparités de salaire considérables entre des pays comme la France et des pays de l'Est de l'Europe. Donc évidemment que lorsqu'on n'a aucune protection économique, eh bien, on accepte finalement la désindustrialisation de la France totale et la délocalisation. Donc concrètement, une entreprise comme Whirlpool, qui est un site qui est rentable, qui produit en l'occurrence de l'électroménager en France, si ils veulent construire des usines en Pologne en l'occurrence, pour baisser le coût du travail, pour ensuite vendre ces produits sur le marché français, à ce moment-là, il faut mettre une taxe contre la concurrence déloyale. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Donald Trump il y a quelques semaines aux États-Unis. General Motors, Ford et Toyota, je crois, voulaient installer des usines au Mexique pour produire des voitures à destination du marché américain. Il leur a dit, moi je mettrai en place
une taxe de 35%, c'est le plafond autorisé par l'OMC, et de sorte que vous n'aurez plus aucun intérêt à installer cette usine au Mexique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands constructeurs automobiles? Eh bien, ils ont dit, bon, bah, très bien, on va installer à ce moment-là nos usines sur le territoire américain, puisque ce sera largement aussi avantageux si puisqu'on échappera à cette taxe. Voilà. Donc je crois que c'est le rôle de l'État, c'est évidemment de laisser la liberté d'entreprendre, de permettre à l'économie de se développer, mais de fixer un certain nombre de règles. Sinon, eh bien, on aboutit à la situation d'aujourd'hui où on a des pans entiers de notre économie qui disparaissent. C'est ce qui est vrai en matière industrielle, l'est également en matière agricole. Le traité CETA, par exemple, ça crée une concurrence déloyale qui va tuer une partie de nos filières agricoles, notamment la viande bovine, ça je connais bien en Normandie, parce que les normes sociales, sanitaires, environnementales du Canada ne sont pas du tout celles, les normes de qualité du manière générale ne sont pas du tout celles qu'on applique en France et en Europe. Oui, il semblerait que dans l'accord que vous avez noué avec Nicolas Dupont-Aignan, finalement, il préfère davantage instaurer un système de bonus-malus fiscal sur les entreprises qui investissent en France ou qui font le choix de délocaliser, plutôt que cette taxe à l'importation qui a été redéfinie et qui a été visiblement minorée. Donc là, effectivement, il y a un changement d'orientation sur la façon dont on peut agir sur ces grandes sociétés. En réalité, ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent, il est multiforme. Ça peut être des quotas, ça peut être des contingentements, ça peut être en effet des bonus-malus sur le plan fiscal, et puis ça peut être des taxes. Les taxes, elles peuvent se justifier dans certains cas, certains pays, certains produits. On a évoqué une taxe à 3%, ce n'est pas une taxe aveugle, ce n'est pas une taxe de 3%. Donc ce n'est pas systématique. Non, ce n'est pas sur tous les pays et tous les produits. C'est simplement une moyenne, c'est-à-dire éviter la concurrence déloyale. S'il y a des produits qui arrivent venant de pays qui produisent en respectant des règles sociales et environnementales et qui, de surcroît, qu'il s'agit de produits qu'on ne produit pas et qu'on n'est pas en situation de produire en France, il n'y a évidemment pas de raison de mettre de taxes. Par exemple, sur les hydrocarbures, on ne va pas demain produire du pétrole en France, ou alors de façon très marginale. Donc on ne va pas taxer. En revanche, sur des produits qu'on fabrique ou qu'on est en situation de fabriquer, à ce moment-là, il faut éviter la concurrence déloyale. Mais je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces protections, que font tous les pays du monde, tous les pays du monde protègent leur économie, il n'y a qu'en Union européenne que c'est interdit. À ce moment-là, on accepte la dislocation totale de notre tissu industriel. Voilà, on renonce à être un grand pays. Et pourquoi vous n'êtes pas pour un protectionnisme au niveau européen? Le problème, c'est que c'est un peu la grande illusion, ça. C'est le grand leurre de l'harmonisation sociale et fiscale dont les fédéralistes nous rebattent les oreilles. C'est-à-dire ceux qui sont pour l'Europe fédérale, ils disent toujours ça ne marche pas parce qu'on ne va pas assez loin dans la logique fédéraliste. C'est un peu comme ceux qui étaient partisans de l'Union soviétique. Ils nous disaient ça ne marche pas l'Union soviétique parce qu'on n'a pas été assez loin dans le collectivisme et dans le système totalitaire. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'au contraire, il faut. Non, mais je pense qu'à un moment donné, on peut aussi faire le constat que cette Union européenne, elle est très antidémocratique. Quand vous avez le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui explique qu'il n'y a pas de démocratie hors des traités européens, alors que les traités européens, quand les Français le refusent par référendum, on passe le même texte par voie parlementaire, ça finit par poser un vrai problème. On se demande si le peuple a encore son mot à dire. Et en démocratie, c'est très grave de devoir ne serait-ce que se poser la question. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place les dispositions qui apparaissent les plus efficaces pour descendre l'économie française, pour défendre notre économie. Des protections à l'extérieur de l'Europe, dans l'absolu, c'est une idée qui peut être séduisante, mais ça ne gomme pas les disparités considérables qui existent à l'intérieur. On le voit avec la directive sur les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ils coûtent évidemment, quand vous faites venir un travailleur polonais en France, avec les charges sociales payables sur les critères du pays d'origine, sur les montants du pays d'origine, évidemment, il coûte moins cher que le travailleur français. Le résultat, c'est la préférence étrangère qui est en vigueur sur Alors, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Nicolas Bay. Romain Mazenot, RCF. Alors, pour aborder la lutte contre le terrorisme, vous voulez expulser les fichiers S étrangers soupçonnés de lien avec le djihadisme. Sur quelle base judiciaire vous vous appuyez et comment faire si les pays d'origine s'y opposent? Ça peut se régler par des accords bilatéraux. Essayons de résumer. Il y a aujourd'hui, je crois, 17 000 fichiers S dans notre pays, dont 13 000 pour radicalisation islamiste. Il y a 3 cas. Il y a le cas des fichiers S qui sont de nationalité étrangère, exclusivement de nationalité étrangère. Ceux-là, ils ont vocation à être expulsés du territoire. Mais sur quelle base juridique? Non, mais s'ils sont clandestins, on les expulse. S'ils sont en situation régulière, ils ont un titre de séjour, on leur retire leur titre de séjour et on les expulse. Mais sur quelle base? Sur la décision de l'État, si c'est un étranger. Là, je parle des étrangers. Ensuite, donc c'est une décision administrative. Exactement. Ensuite, et si le pays d'accueil n'en veut pas, vous faites quoi? S'il est de nationalité, si sa nationalité est parfaitement identifiée, son pays d'accueil ne peut pas le refuser.
Voilà. Et sinon, ça nécessite des accords bilatéraux et des discussions avec ces pays-là. Mais je crois qu'on a aussi des moyens de pression importants, notamment s'agissant de tout l'argent qui est mis en soutien à ces pays. Je ne veux pas nécessairement la mettre en cause. Hein. C'est l'argent qui est au titre de la coopération. C'est vrai à l'échelle de la France, c'est vrai aussi au niveau de l'Union européenne. Ça peut être aussi conditionné par la maîtrise des flux migratoires et par des accords pour qu'ils récupèrent leurs ressortissants. Ensuite, s'agissant des fichiers S qui ont la double nationalité, eh bien, s'ils sont de manière évidente et prouvés participants de ces filières djihadistes, il faut les déchoir de la nationalité française. C'est une mesure que 95% des Français voulaient et auquel François Hollande a renoncé, et ensuite les expulser du territoire national. À condition qu'ils fassent l'objet d'une procédure judiciaire. Là, on n'est plus juste sur les oui, fichiers ça Voilà. peut d'ailleurs aussi être éventuellement une décision administrative. Bon. Et enfin... Donc là, vous utilisez l'état d'urgence à plein, en fait. Oui, c'est bien ça. sûr, mais vous savez, l'état d'urgence, c'est un cadre juridique. Et donc, si on n'en fait rien, comme le gouvernement, eh bien, on le reconduit en permanence, ça c'est de la communication. Si on l'utilise pleinement, ça permet de se protéger, Donc de c'est se une réarmer bénédiction pour vous, l'état face d'urgence, à ces en fait. menaces. Ensuite, troisième cas, quand on a des personnes de nationalité française exclusivement, c'est-à-dire mononationalité, si je puis dire, et qui sont fichés S, eh bien à ce moment-là, il faut les mettre en cause sur le fondement de l'article 411.4 du Code pénal, intelligence avec l'ennemi, et ils sont passibles de 30 ans de prison. Et à ce moment-là, c'est le rôle de l'État, le rôle du parquet, eh bien, de les inculper, de veiller à ce qu'ils soient mis en détention provisoire et qu'ensuite ils soient jugés et lourdement condamnés. Je crois qu'il faut arrêter de l'angélisme dans ce domaine. On voit bien que ceux qui ont frappé la France ils ont tous deux points communs, ceux qui ont frappé la France depuis les attentats de Charlie Hebdo jusqu'à ceux tout récents des Champs-Élysées. Ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration, et tous ont été bénéficiaires du laxisme Et ils judiciaire. sont souvent citoyens français. Oui, c'est vrai, mais issus oui. de l'immigration, et ils ont bénéficié du laxisme judiciaire dans notre pays de façon Mais absolument évidente. pourquoi n'avez-vous Tous pas sont voté les lois multi-condamnés, c'est ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire qu'il y a en réalité une frontière très poreuse entre la délinquance classique et le djihadisme. Et donc on voit bien qu'on a des gens qui ont commis des délits, ont commis des crimes, ont souvent été faiblement condamnés, souvent leur peine n'est pas purgée, ensuite ils sont étrangers, ils ne sont pas expulsés. Voilà, donc en fait, en permanence, il y a tout un tas de manquements, de lacunes majeures de l'État qui font que les Français ne sont plus Mais protégés. pourquoi, Nicolas Bay, on vous a déjà posé la question, mais on aimerait vous entendre aussi là-dessus, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté les lois de novembre 2014 et de juillet 2015 qui renforcent Oui, l'arsenal mais merci de me poser la question, parce que la loi renseignement, exactement comme un certain nombre de dispositions qui ont été prises au Parlement européen, en réalité, c'est des dispositions qui, là aussi, répondent à des impératifs de communication et pas d'efficacité. C'est-à-dire qu'on fait de la surveillance de masse. C'est très gravement attentatoire aux libertés individuelles. Au lieu de faire du ciblage, qui est la seule manière efficace de régler le problème, on fait de la surveillance de masse, et ça aboutit par exemple au PNR, c'est-à-dire le système de fichier des passagers aériens. contrôle systématique de tous les passagers aériens, alors qu'on sait très bien que ceux qui ont frappé la France, il n'y en a aucun qui est passé par les airs. C'est ce que vous souhaitez aussi en fermant les frontières. Mais vous souhaitez faire du contrôle massif également. Non, ça pour le coup c'est efficace, parce que en l'occurrence ceux qui ont frappé la France, vous prenez ceux de l'attentat du Bataclan par exemple, ils sont passés par les filières classiques de l'immigration clandestine, ils sont arrivés par les îles grecques, les frontières sud qui sont des passoires. Ceux du Bataclan, ceux de Saint-Denis. De Saint-Denis, oui. Ouais. Et un de ceux du Bataclan, je crois. Enfin, le même jour, en effet, le 13 novembre 2015. Et arrivant par les îles grecques, par le sud de l'Europe, ensuite ils circulent librement et ils peuvent frapper la France. On voit très bien que le problème n'est pas, ou marginalement, le problème des passagers par avion. Pourquoi ? Parce que quand on prend l'avion pour passer d'un pays à un autre, eh bien, pour le coup, là, il y a des contrôles. Là, il y a voilà. Et donc, évidemment, ils veulent échapper à ces contrôles, donc ils passent par les voies maritimes ou routières. Ok, on a encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la suite de la vie politique française, l'élection législative, puisque vous êtes le directeur de campagne pour la campagne législative du Front National. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, qui est interrogé par Céline Rouden pour la Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, et par Romain Masneau pour RCF pour ce dernier quart d'heure. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Mais sur quelle majorité parlementaire compte s'appuyer Marine Le Pen si elle est élue ? Parce que même si vous faites un bon score aux législatives avec Nicolas Dupont-Aignan, éventuellement quelques élus républicains, ça ne suffira pas. Alors, où en êtes-vous
de vos calculs, Nicolas Bay. La question, d'ailleurs, pourrait se poser exactement de la même manière pour Emmanuel Macron. La vérité, c'est que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, qui est très antidémocratique, puisqu'il prive de représentation la moitié ou près de la moitié du corps électoral, il n'assure pas du tout une majorité en siège dans un contexte où la vie politique est tripolarisée ou quadripolarisée. Bon, alors, en revanche, je crois qu'il y a une logique institutionnelle qui fait que les Français, s'ils élisent Marine Le Pen le 7 mai, ils lui donneront ensuite une majorité pour gouverner. Mais c'est vrai que la majorité parlementaire de Marine Le Pen, ce ne sera pas uniquement composé du Front National. Ce sera tous ceux qui sont en phase avec l'essentiel des grandes orientations de son projet. C'est évidemment le cas de nos alliés de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, mais ça peut être aussi le cas d'un certain nombre de personnalités. Philippe de Villiers, par exemple. Oui, bien sûr. Vous l'attendez toujours ? Disons qu'on voit bien que Philippe de Villiers a tenu des propos très, très aimables à l'égard de Marine Le Pen, qu'il est un patriote, qu'il défend des idées, des orientations politiques qui sont très proches des nôtres. Donc évidemment, il aurait vocation peut-être à rejoindre une équipe gouvernementale. J'en sais rien, je ne veux pas m'avancer là-dessus. C'est Marine Le Pen qui constituera avec Nicolas Dupont-Aignan son gouvernement comme elle le souhaite pour qu'il soit le plus efficace possible. Mais c'est vrai que nous tendons la main aux patriotes, y compris ceux qui sont aujourd'hui dans d'autres partis. Alors combien de circonscriptions ? Il y a des députés qui auraient été élus sur l'étiquette LR ou sous l'étiquette de France Insoumise qui puissent participer à la majorité ? Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a un certain nombre de députés qui sont aujourd'hui dans les rangs des Républicains. Je pense à Jean-Frédéric Poisson, à Thierry Mariani, à Nicolas Dhuicq, à Jacques Millard, qui, je crois, ont des options politiques, des convictions qui correspondent tout à fait à notre projet. Donc voilà, nous leur tendons la main. Je dis pas Christine Boutin, vous la verriez au gouvernement, puisqu'elle a appelé à voter pour vous. Je ne sais pas, faudra poser la question à Marine Le Pen, mais en tout cas, je salue l'attitude courageuse qui a été la sienne. Alors, combien de circonscriptions pour Debout la France ? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Bon, écoutez, le temps des législatives viendra, il viendra vite en l'occurrence. Il vient très, très Au vite, lendemain, oui. dès la semaine prochaine, nous y travaillerons. La logique, bien sûr, c'est que cette alliance des patriotes et des républicains avec Nicolas Dupont-Aignan, elle se poursuive dans la durée, ce qui n'empêchera pas, évidemment, son mouvement de conserver sa particularité, sa spécificité. Il ne s'agit pas d'une fusion. Nicolas Avec Dupont-Aignan, des duels possibles localement ? Il a son parcours, il a son mouvement, évidemment, c'est tout à fait respectable, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a 2 blocs, évidemment, celui de François Fillon et celui de Jean-Luc Mélenchon. À combien estimez-vous le potentiel d'électeurs pouvant voter pour vous à ce second tour ? Moi, j'évite de faire des calculs d'apothicaire et je trouve ça un peu infantilisant pour les Français de les mettre dans des petites cases. Je pense qu'il y a dans les motivations de vote de nos compatriotes, y compris ceux qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen au premier tour, beaucoup de préoccupations qui peuvent être assez diverses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, à mon avis, une majorité de Français qui ne veulent pas avoir 5 années de hollandisme supplémentaire. Et c'est pour ça que je suis confiant et que je crois à la victoire de Marine Le Pen possible. Je pense que chez les électeurs de François Fillon, ils ont entendu pendant toute la campagne, les dirigeants de la droite et François Fillon le premier, leur dire que Emmanuel Macron, c'était Emmanuel Hollande, qu'il fallait par-dessus tout éviter que la même équipe gouvernementale fasse vivre un cauchemar analogue à celui qui vient de s'écouler pendant 5 ans. Et à 20h03, ils se sont tous jetés dans les bras d'Emmanuel Macron. Moi, je pense quand même, évidemment, j'ai une pensée pour ces électeurs de droite qui ont eu le sentiment, je pense, d'être totalement trahis. On savait que la droite trahissait souvent ses promesses. Là, elle a trahi ses électeurs. Est-ce que c'est pour ça que Marine Le Pen a copié le discours du Puy-en-Velay de François Fillon ? Non, c'est parce que c'était la même plume, en réalité, qui avait suggéré ces quelques lignes à François Fillon puis à Marine Le Pen. C'est pas un plagiat, parce que c'est quelque chose de totalement assumé. C'est un petit clin d'œil, finalement, un petit emprunt sur un discours qui durait 1 heure, quelques minutes, pour montrer que finalement aussi... Donc c'était volontaire ? Oui, bien sûr, c'était volontaire. Et c'est pour montrer aussi qu'on peut avoir la même vision de la France, la même vision de la grandeur de la France, de l'identité, de la fierté nationale, de son rayonnement à travers le monde. Et bien sûr qu'avec François Fillon, il y a des différences importantes avec le projet qu'il portait, même des différences majeures. Mais le constat de la place de la France, du rôle de la France, de l'identité de la France, il peut être commun, je crois, avec beaucoup des électeurs de la droite. Céline Rouden, La Croix. Si jamais Marine Le Pen n'obtenait pas de majorité aux législatives pour gouverner et pour avoir sa propre équipe gouvernementale, dans ce cas-là, que ferait-elle ? Est-ce qu'elle accepterait la situation de cohabitation avec un Premier ministre qui pourrait être des Républicains, ou est-ce qu'elle démissionnerait ? Non, je crois qu'elle accepterait, parce qu'il y a une logique de respect chez elle du verdict des urnes. Mais encore une fois, je
ne me place pas tellement dans cette hypothèse-là, parce que je crois que les Français seront cohérents. Ils ont toujours été cohérents. Vous remarquerez quand même que depuis l'instauration du quinquennat, qui est d'ailleurs contestable, hein, nous, on serait plutôt partisans. C'est ce que disent tous les candidats qui sont succédés non à votre renouvelable. Oui. Mais c'est vrai que la logique du quinquennat et les législatives qui interviennent immédiatement après la présidentielle, ça a abouti quand même à ce que les Français soient cohérents et qu'à chaque fois qu'ils élisent un président de la République, que ce soit en 2002, en 2007 ou en 2012, ils lui ont donné ensuite une majorité à l'Assemblée. Romain Masneau, RCF. Marine Le Pen souhaite l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, mais aussi à l'université, en entreprise. Vous disiez que vous étiez très attaché aux libertés individuelles. Est-ce que ce n'est pas attentatoire aux libertés individuelles? Sur la kippa également, hein, certains de vos responsables m'ont parlé de... Voilà, il y a le voile, mais il y a aussi des croix, Voir les etc. croix de dimension. Je crois Nicolas Bay. il faut éviter d'avoir des revendications politico-religieuses dans l'espace public. Or, des signes ostentatoires extrêmement visibles, s'ils ne sont pas le fait du personnel religieux, c'est-à-dire du clergé, de telle ou telle confession, je pense qu'ils n'ont pas leur place dans l'espace public. Ça n'empêche pas, évidemment, chacun d'avoir un signe. Le personnel religieux a le droit de porter les insignes. Oui, bien sûr, mais ça, c'est vision. la simple application de la loi de 1905, dont je vous rappelle qu'elle fait la distinction très claire entre ceux qui sont les représentants des religions et qui peuvent évidemment avoir un habit religieux ou des signes beaucoup plus visibles et ostensibles, et les fidèles, ou ceux d'ailleurs qui n'ont pas d'option religieuse, qui, eux, doivent être discrets dans l'espace public s'agissant de l'expression de leur religion. Alors, pratiquement, vous faites comment pour mettre en œuvre cette interdiction des signes religieux ostentatoires dans l'espace public? Est-ce que c'est la police qui a le droit de repérer telle personne, de lever tel voile? Comment ça se passe? Je crois que c'est très simple. C'est une simple extension d'ailleurs de la loi de 2004. Il s'agit finalement de définir par décret d'application qu'est-ce qui relève du signe ostentatoire. Voilà, des signes extrêmement visibles, extrêmement voyants, voire provocateurs, de les indiquer dans le décret d'application et ensuite évidemment de verbaliser ceux qui ne respectent pas cette règle. Je vais vous prendre un exemple qui a été évoqué cet été avec l'affaire du burkini. Évidemment qu'on peut, comme certains l'ont fait, dire c'est c'est une histoire de maillot de bain, finalement, les choix vestimentaires des gens, on ne peut pas interférer dedans. C'est une attitude qui est totalement irresponsable, parce qu'on voit bien que c'est l'uniforme d'une faction islamiste sur notre sol. Si on cède là-dessus, demain, les mêmes exigeront la non-mixité des plages. Après-demain, les mêmes exigeront que certains lieux publics, c'est déjà le cas à Sevran et Benoît Hamon, ça n'avait pas l'air de le déranger, que certains lieux publics ne soient pas autorisés pour les femmes. Et l'étape suivante, ce sera la relégation pure et simple de la femme dans l'espace privé. C'est nos valeurs de civilisation qui sont en jeu. C'est la loi républicaine, c'est la laïcité, mais c'est au-delà de ça, la conception qu'on a de la liberté individuelle de l'homme et de la femme dans notre société française, voilà, qui a été façonnée par la Grèce antique, la Rome antique, le christianisme. Voilà, donc on touche vraiment à l'essentiel de nos valeurs de civilisation, et donc il ne faut pas céder là-dessus. Et ceux qui cèdent là-dessus, ceux qui veulent renoncer à défendre cette neutralité philosophique et religieuse de l'institution, parce que la vraie laïcité, c'est ça, c'est pas le laïcisme. Le laïcisme, c'est une approche dogmatique de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux, c'est simplement la distinction entre le temporel et le spirituel, qui est d'ailleurs un peu au fondement du christianisme, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, et faire en sorte qu'on n'ait pas une interférence permanente d'options religieuses y compris dans l'espace public. C'est bien ça votre projet. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a un discours au Front National qui tend à considérer qu'il y a une course contre la montre, contre l'immigration. Et donc, c'est peut-être la dernière élection pour le Front National, en fait. À votre avis, est-ce que c'est fini après? Est-ce que c'est trop tard? Moi, je ne crois pas ça. Je crois simplement qu'on est face à un phénomène d'immigration massive, anarchique, totalement incontrôlé, et qu'on a atteint et peut-être dépassé le seuil de saturation. Donc, ça nécessite des mesures. Mais dans très vos fortes. calculs, est-ce qu'il y a des territoires que vous avez définitivement perdus, des villes que vous n'aurez jamais? Moi, je ne crois pas ça. Je crois en revanche qu'il y a des endroits où les Français ne se sentent plus chez eux. Et c'est dramatique. Où ils ont l'impression de vivre dans une autre civilisation, avec une autre culture et avec parfois une population presque majoritairement étrangère dans certaines villes ou certains quartiers. C'est très grave. Maintenant, ce qu'il faut, c'est inverser cette tendance-là, c'est-à-dire réduire drastiquement l'immigration légale. Je vous rappelle qu'elle est de 200 000 entrées par an,
un solde migratoire à 140 000. Nous, on veut abaisser le solde migratoire à 10 000, c'est-à-dire vraiment uniquement les cas qui sont légitimes, une immigration qui peut apporter d'ailleurs ponctuellement, mais c'est mettre fin à l'immigration familiale, au regroupement familial, à l'immigration dite de travail, alors que 95% d'entre eux n'ont pas de contrat de travail et pas la perspective Mais si d'en ça ne avoir. passe pas là en 2017, est-ce qu'il faudra pas changer de stratégie et en ensuite 2022, il faut c'est évidemment ça procéder aussi au retour dans leur pays d'origine et des clandestins et de ceux qui, en situation régulière, n'ont pas vocation à rester durablement sur le territoire Alors, national. on vous a compris. Mais non, Nicolas Bay. sur votre question, moi, je pense que c'est évidemment un vrai sujet, un sujet majeur de préoccupation des Français. Ça nécessite des réponses immédiates et je souhaite qu'on puisse les mettre en œuvre dans quelques jours ou quelques semaines si Marine Le Pen est élue. Mais je pense qu'il n'y a rien. Vous savez, dans l'histoire de France, la France, elle a été parfois menacée un peu dans son existence même. Et puis finalement, il y a toujours eu, des hommes et des femmes qui ont montré la voie et qui ont assuré le redressement, le renouveau. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Romain Mazneau, Je RCF. voulais parler de la Russie. Est-ce qu'il faut lever toutes les sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie et reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie? Nicolas Bay. Moi, je la pense Russie. qu'il faut se garder d'une espèce de guerre froide qui a été organisée par l'Union européenne contre la Russie. La Russie, elle est géographiquement sur le continent européen, sur le continent européen. Elle est une nation amie, partenaire. C'est historique, c'est une réalité. Elle constitue une des grandes puissances mondiales. Nous en sommes dépendants, je vous le rappelle, s'agissant par exemple des ressources gazières, à hauteur de 14%, ce qui est considérable. Donc, maltraiter la Russie comme le fait l'Union européenne, par zèle d'ailleurs atlantiste depuis maintenant plusieurs années, c'est totalement irresponsable. Je rappelle d'ailleurs qu'on en a été lourdement les victimes, puisque les sanctions prononcées contre la Russie ont abouti à un embargo sur un certain nombre de nos produits européens de la part de la Russie, ce qui est évidemment la réponse du berger à la bergère, et ça a fragilisé considérablement notamment nos productions agricoles. Dans le même temps, d'ailleurs, les Américains n'ont pas eu ces pudeurs-là et ils ont profité de l'abaissement des relations commerciales entre les pays d'Europe et la Russie pour augmenter, eux, leur volume de relations commerciales avec la Russie. Sur la Crimée, on voit Nicolas bien Bay, la qu'on question a que vous été un avez peu posée. les idiots utiles d'une politique totalement irresponsable de lutte contre la Russie. Je crois qu'il faut considérer que la Russie défend ses intérêts avec force sur la scène internationale, qu'elle a fait un retour spectaculaire sur la scène internationale, y compris dans la résolution des problèmes au Moyen-Orient. Il faut donc, nous, défendre nos intérêts, qui ne sont pas nécessairement ceux de la Russie. Il ne s'agit pas de se mettre sous la tutelle de la Russie, il s'agit simplement d'être capable de faire entendre la voix de la France. Et la voix de la France, c'est une relation de respect avec la Russie, de respect mutuel. S'agissant de la Crimée, bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord avec cette annexion, mais on fait aussi le constat d'abord que ce n'est pas une annexion, puisque les habitants de Crimée ont voté à 95% ou 97% pour leur rattachement à la Russie. Et je vous rappelle quand même accessoirement que le rattachement de la Crimée à l'Ukraine ne date que d'il y a 70 ans et que ça a été un cadeau unilatéral fait par Nikita Khrouchtchev, parce qu'il avait d'ailleurs Donc, ce n'est pas une annexion pour vous? Non. C'est un retour... Oui, voilà. Alors, évidemment, on peut, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, ça peut faire l'objet d'un débat, mais je ne crois pas qu'il faille conditionner la relation avec la Russie à cette question-là. Je crois que voilà, la Crimée se sent naturellement dans l'orbite de la Russie. L'immense majorité des habitants le souhaitent. Il faut aussi respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a eu quand même une élection qui a été organisée et ça n'est qu'un retour à une situation antérieure qui, somme toute, est très récente à l'échelle des relations internationales, puisque il y a seulement quelques décennies que la Crimée était passée dans l'orbite de l'Ukraine. Une toute dernière question, Nicolas Bay, qui intéresse nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Marine Le Pen n'était pas présente dans les manifs contre le mariage pour les personnes homosexuelles. Aujourd'hui, dans votre programme, vous souhaitez un retour à un Pax amélioré par référendum. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Non, pas du tout. Marine Le Pen a souhaité évoquer la question de fond. La forme, c'était la manifestation, le débat qui a eu lieu à ce moment-là, qui était un débat important, mais elle n'a pas souhaité elle-même participer à ces manifestations parce qu'on voyait bien que c'était un peu utilisé aussi ce débat par la droite et la gauche pour faire revivre artificiellement leurs différences, alors que par ailleurs, on voit bien que dans un second temps, la droite a totalement renoncé d'ailleurs à mener ce combat-là. Marine Le Pen, elle est cohérente depuis le début. Elle a dit qu'elle était opposée à la loi Taubira et qu'elle souhaitait préserver par-dessus tout les droits de l'enfant plutôt que les droits à l'enfant. Et comme elle est cohérente, eh bien, elle a, dans son projet, indiqué clairement qu'elle souhaitait l'abrogation de la loi Taubira, qui serait remplacée simplement par une amélioration du Pax, qui réglerait les questions fiscales et patrimoniales des couples de même sexe, mais sans leur donner la possibilité de se marier et sans, bien sûr,
la possibilité. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont déjà mariés et donc sans l'affiliation. Ceux qui sont déjà mariés, qui sont déjà parents, il nous reste 10 secondes. Il faut respecter l'état de droit. D'accord. Ceux qui sont déjà mariés, le reste, bien sûr, mais c'est quelques milliers de personnes. Mais on mettrait fin à cette possibilité-là. Mais le pacte amélioré, je crois, réglerait l'essentiel des attentes de ces personnes. Merci à vous, Nicolas Bay, pour ce tour d'horizon de votre programme, du programme de Marine Le Pen. Dans l'attente donc du second tour, dimanche prochain, notre invité la semaine prochaine sera Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, et nous essaierons de décoder avec lui les enjeux de cette élection dont nous connaîtrons enfin l'issue. Vous pouvez d'ici là évidemment retrouver cette édition et toutes les éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.